Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On poursuit la discussion avec Julian McKenzie. Attitré à la couverture des sénateurs pour The Athletic, on lit fréquemment dans le New York Times. Également auteur du livre Black Aces, Parlons franchement sénateur avec Julian McKenzie. Quand même incroyable ce que quelques jours peuvent faire comme différence dans l'univers d'une équipe sportive. La semaine dernière, on se posait des questions à savoir comment ça se fait que c'est tout croche cette affaire-là. Et là, maintenant, on parle d'un club qui a 3 victoires de suite, dont 2 par la marque de 7 buts. C'est 14 buts marqués à leurs 2 derniers. Une fiche à leurs 6 derniers de 4-1-1. Bref, ce soir, Julian McKenzie, y aura-t-il un quatrième gain de suite pour les sénateurs à Chicago? C'est fort possible. Et si tu penses au match contre les Oilers de Edmonton, ils ont trouvé une façon de récolter au moins un point dans 4 matchs consécutifs. La chose qui m'a surpris le plus avec le progrès de ce club, c'est la vitesse. Qu'on parle d'un club qui a trouvé une façon à retrouver leur identité. Comme la semaine dernière, on s'est entendu des joueurs comme Jake Sanderson puis David Perron à nous parler dans les médias à propos de prendre les étapes à retrouver leur identité, d'être vite, d'être tough sur les rondelles, de jouer avec un côté physique dans leur jeu, puis de voir le progrès dans des matchs contre les Oilers, dans des matchs contre les Flyers, et tu regardes les 2 derniers matchs à Boston puis à Washington, c'est vraiment surprenant de le voir, le pace, la vitesse, à quel point les Sénateurs ont retrouvé leur jeu. Je sais que c'est une longue saison, il y en aura des hauts et des bas, mais de voir dans 4 matchs le progrès de ce groupe, c'est vraiment une grosse surprise. Qu'une équipe se cherche, il y a de ça quelques jours, qu'elle voulait être une équipe dure à affronter, qu'elle voulait garder cette identité de papier sablé. La confirmation pour moi de ce retour à cette identité-là, et dis-moi si je me trompe, mais même s'il n'y a pas eu de gants jetés en vrai, Hallmark qui se jette à la défense de ses joueurs, pour moi, ça représentait exactement tout ce qu'on veut des Sénateurs. D'accord ou pas avec ça? Je pense que c'est un unique perspective et je pense que je suis en accord avec toi parce que de voir un gardien de but comme Linus Hallmark qui était à l'autre côté de la glace, qui patine jusqu'au scrum, jusqu'à l'autre côté, on sait qu'on a entendu ses commentaires et il disait qu'il aime un gars comme Charlie Lindgren, mais il voulait être là pour ses coéquipiers et de voir cette situation-là, même si les Sénateurs étaient déjà en avance à ce point-là, déjà en mode de domination dans ce match-up-là contre les Capitals. Il faudrait que je parle un peu plus aux gars, juste personnellement, mais quand on pense à des commentaires après le match, je pense que les actions de Linus Ullmark a été vraiment, vraiment positif pour le groupe entier. Comme de voir tes gars dans des moments comme ça où il faut que tu sois dur contre l'opposition. Et comme on dit en anglais, avoir du functional toughness, de voir ça, de voir cette réaction d'un gars comme Linus Ullmark, ça va être un moment, si les Sénateurs se réussissent à obtenir une place dans les séries, on va regarder à ces moments-là. Je regardais Merrilainen particulièrement, puis le fait qu'il n'a pas bronché après avoir alloué un premier but à un seul lancé me dit encore une fois que lui aussi s'est retrouvé mentalement. L'équipe dominante pour un 2e match de suite. 7 buts et 7 buts la veille. C'est incroyable. Et pourquoi cette touche-là retrouvée si rapidement selon toi? Qu'est-ce qui explique cette efficacité et cette dominance offensive des Sénateurs? Je comprends que tu peux regarder à Washington et tu peux dire qu'ils ont joué un 2e match consécutif durant le match de samedi. Je comprends que l'équipe de Boston, c'est une équipe qui n'est pas au même niveau des équipes dans le passé avec les Bruins. Mais je pense que les Sénateurs ont essayé de commencer leur jeu fort, même s'ils ont accordé le premier but contre les Bruins après une erreur. Mais le fait qu'ils ont resté avec leur jeu, leur performance des gardiens de but, les deux à Hallmark et à Merrilainen dans ces derniers 2 matchs-là, ont contribué vraiment fort à leur performance. Mais de rester avec leur jeu, d'être patient et de regarder à ce qu'ils ont fait dans les matchs contre la Philadelphie et les matchs contre Edmonton, je pense que le fait qu'on s'est vu du progrès avec cette équipe-là, je pense que ça a aidé le groupe à rester avec le plan,
de jouer avec l'efficace dans la zone offensive et dans les zones neutres et défensives, bien sûr. Et juste avec la combinaison qu'on s'est vu avec les lignes, je suis vraiment surpris que ça marche avec un gars comme Nick Cousins. Je sais qu'il a l'expérience à jouer avec des premiers trios dans le passé, mais je pense qu'on sait avec le profondeur qui manque un peu avec l'absence de Brady Tkachuk. C'est devenu comme un gros point à parler ici à Ottawa, mais de voir le succès de Nick Cousins avec un gars comme Tim Stützle puis Drake Batherson, ça a vraiment contribué. Bien sûr, leur équipe jusqu'au power play, je veux dire, ils ont vu beaucoup de succès. Il faut qu'on parle des avantages numériques aussi, 6 sur 6 sur leur dernière chance. Wow, oui, c'est comme un tour de 180 degrés. Puis tu sais, pour parler de l'efficacité, ça a l'air niaiseux, hein, mais ça prend un joueur particulier pour compléter ce trio-là, le premier trio. T'amènes un Nick Cousins qui, lui, dans son identité, n'a pas peur d'aller dans la zone rouge, d'aller dans l'enclave, aller se faire bardasser un tout peu. Ben, un peu ce que faisait un Brady Tkachuk auparavant avec un Tim Stützle. Alors, c'est sûr que quand on dit que tu trouves les atomes crochus, c'est une maudite bonne affaire. Touchez pas à ça, s'il vous plaît, on touche pas à ça. Tu parles de ligne, des trios. On maugrait un peu à savoir que Ridley Gregg, pourquoi le mettre sur le troisième au centre? On nous disait qu'on avait peut-être encore des questionnements à savoir s'il serait efficace. On a rectifié le tir, puis là, maintenant, on est revenu avec un Stützle, un Cousins, un Pinto et un Ehlers. D'ailleurs, les trois que je viens de nommer ont marqué 10 points en 10 matchs. Je posais la question à nos auditeurs, je pose la question également. Au moment où on se parle, les Sénateurs ont-ils la meilleure ligne de centre de la Ligue nationale de hockey? Je suis pas sûr encore si c'est le meilleur, mais je pense que j'en ai aucun problème à dire que en termes de profondeur, en termes d'options qui jouent à l'aile gauche ou droite, si tu parles de Ridley Gregg et de Claude Giroux, je pense que les Sénateurs possèdent un des meilleurs groupes au centre dans la Ligue nationale. Et même dans leur division, je sais que Tampa Bay, on a des gros joueurs au centre, comme des gars comme un Braden Point ou un Anthony Cirelli, ou tu peux même ajouter Nick Paul dans ce groupe-là. À Toronto, si tu veux parler des gars comme Austin Matthews, Tavares, John Tavares. Roy. Mais c'est là que tu n'as plus cette profondeur-là. Roy qui est rendu sur la troisième unité, pour moi, si on vient de perdre un petit peu de oomph, disons. Là. Oui, et même avec Floride, on les regardait comme un groupe avec des gars comme Alexander Barkov puis Lundell, mais on sait ce qui s'est passé avec un Barkov. Alors présentement, comme peut-être potentiellement dans la division, tu pourrais dire que les Sénateurs, s'ils ne sont pas numéro 1, peut-être numéro 2 ou 3, mais je pense juste en entier de voir un groupe qui a un groupe avec des gars comme Tim Stützle qui joue vraiment bien maintenant. Shane Pinto, on sait, avec ses buts, maintenant 8 buts dans 10 matchs pour les Sénateurs, c'est excellent pour lui. Puis Dylan Cousins, je sais que le côté défensif, quand on regarde les numéros avancés, je sais qu'au côté défensif, il pourrait être un peu plus mieux, je veux dire, mais d'être à un pace où il reçoit un point à chaque match, comme c'est excellent pour un joueur comme Dylan Cousins, où on sait, particulièrement au côté offensif, la confiance est là dans son jeu. Il se sent confortable avec son nouveau équipe après l'échange de Buffalo. Et c'est un gars qui voit qu'il joue sur une équipe qui essaie de gagner, leur chance à gagner, le mood qui entoure l'équipe après de se rendre aux séries, c'est totalement changé comparé à presque la dernière décennie avec cette équipe-là. Ça a totalement changé la perspective pour un joueur comme Dylan Cousins. Et je pense que Lars Eller, c'est probablement le meilleur achat que Steve Staios a fait cette année. Oui. Je pense que son jeu à l'offensif et au défensif, dans un rôle secondaire, ça marche pour ce groupe-là. Je pense que son côté défensif, particulièrement dans des avantages numériques, ça aide cette équipe-là. Et on sait que les Sénateurs veulent avoir de l'expérience à gagner, pas juste dans la saison régulière, mais des gars qui savent comment gagner dans les séries. Et avec Lars Eller, c'est un gars qui a gagné un Coupe Stanley avec les Capitals de Washington. Alors je pense que maintenant, juste au commencement de la saison, et de voir que Lars Eller est à santé 100%, ça semble, c'est parfait pour les Sénateurs d'avoir un gars comme Lars Eller dans l'alignement. Un très bel ajout, puis des fois des petits ajouts qui semblent anodins. Je
pense qu'il n'y a personne qui s'attendait à voir le retour d'un Lars Eller de cette façon-là. Puis je pense qu'effectivement, il a son mot à dire pour les succès en ce moment des Sénateurs. Ce soir, Hallmark devant la cage pour les Sens qui vont affronter les Blackhawks à Chicago. Je te souhaite de passer un excellent match, mon ami, puis on se reparle dès jeudi. On parle à jeudi. Merci, Nico. Bye-bye. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.